La seconde partie de notre débat consacré ce soir à la Syrie, avec cette réunion aujourd'hui à Londres des amis de la Syrie qui ont récemment réglé d'ailleurs quelques comptes. Barack Obama, Laurent Fabius, on en parlait tout à l'heure. Je vous propose moi d'écouter tout de suite John Kerry qui a parlé à nouveau d'utilisation, même si les informations, dit-il, ne sont pas encore totalement avérées, confirmées. Il reste très prudent d'utilisation d'armes chimiques au chlore. Laurent Fabius en avait parlé aussi il y a quelques jours. Écoutez le chef de la diplomatie américaine. Ça n'a pas encore été vérifié, ça n'a pas été confirmé. Mais j'ai vu des données brutes qui suggèrent que le chlore a été utilisé à plusieurs reprises dans le cadre de la guerre. Si c'est le cas, et si c'est prouvé, ce serait contre les accords du traité sur les armes chimiques et contre les conventions sur les armes que la Syrie a signées. Naïm Kossaïa, est-ce que vous avez, parce que vous êtes en contact avec le terrain aussi, des informations concernant l'utilisation à nouveau d'armes chimiques au chlore ? Bien sûr, plus de 10 fois, ils ont été utilisés. Alors ça, c'est vraiment le langage diplomatique qu'on a entendu de la part de Kerry, c'est-à-dire qu'il aurait des données brutes, qui suggéraient, mais qu'il n'a pas les moyens de vérifier, etc. Tout ça pour ne pas aujourd'hui prendre d'action sur la base de ce qui est aujourd'hui assez connu et de ne pas, je pense aussi, recommencer l'erreur qui était de tracer une ligne rouge face à un régime qui tout simplement se moque de toutes les lignes qui ont été tracées. Et il a bien raison parce que personne ne fait rien en face. Donc je pense, si vous voulez, qu'au-delà du langage diplomatique qui aurait plus à voir avec la position des États-Unis par rapport à la crise syrienne, l'utilisation d'armes chimiques a bien sûr été utilisée plus de 10 fois, mais surtout que ce n'est pas la réelle question. J'ai toujours cette impression qu'on est un peu à côté de la plaque, désolé de le dire comme ça, parce qu'aujourd'hui il y a aussi l'utilisation de Scud qui sont utilisés contre des quartiers civils, il y a des barils de TNT dont tout le monde peut imaginer la précision, et tout un tas d'autres de méthodes de terreur qui sont appliquées sur la population syrienne. Donc pour moi, si vous voulez, la question de l'utilisation d'armes chimiques, c'est quand même assez anecdotique quand on revient à la situation réelle des Syriens sur le terrain. Alors justement, Guillaume Lagan, pourquoi ils y reviennent, les Occidentaux, sur l'utilisation d'armes chimiques ? Parce que comme le disait Naïm Kossaïa, finalement, les souffrances du peuple syrien, les armes chimiques, voilà, c'est presque, comme vous dites, anecdotique. Il y a la torture, il y a les bombardements, il y a plus de 150 000 morts, et c'est surtout avec des armes conventionnelles que ces gens sont morts, et on s'en émeut visiblement un peu moins. Alors pourquoi il y a à nouveau cette fixette de nouveau sur les armes chimiques ? Est-ce que Barack Obama va à nouveau fixer une ligne rouge et va retenter peut-être une intervention ? Est-ce que c'est possible ? Je ne suis pas dans la tête de Barack Obama. Il est évident qu'il a entre guillemets manqué une occasion, comme l'a souligné Laurent Fabius à Londres, en ne faisant pas respecter les lignes rouges qu'il avait lui-même tracées l'été dernier. Bon, il y a eu une utilisation quand même assez massive d'armes chimiques, dont la plupart des experts ont convenu qu'elle était probablement plutôt le fait du régime, compte tenu de la difficulté d'utiliser ces armes, etc. Et finalement, la communauté internationale, enfin les États-Unis, les Occidentaux, ont préféré s'accorder avec la Russie et la Syrie sur un programme dont il faut d'ailleurs souligner qu'il est un succès relatif, puisque aujourd'hui... On n'en entend plus parler d'ailleurs. Alors si, il poursuit son cours, il y a à peu près pas 80... dans les temps il y a eu un petit peu de retard, mais on est à peu près à 80-90% du stock d'armes chimiques qui a été évacué. Alors, il reste quand même la question derrière de savoir si la totalité des armes qui avaient été répertoriées à l'époque sont effectivement évacuées. Et puis, apparemment, il y a des formes, je dirais, plus artisanales d'armes chimiques qui continuent d'être utilisées. Et donc, peut-être, effectivement, les Occidentaux, alors, dans quel but, c'est difficile à savoir, parce que comme ils n'ont pas réagi la première fois... Mais c'est ça, on se pose quand même la question, parce qu'il y a toujours un peu de communication. Pourquoi aujourd'hui revenir sur les armes chimiques ? Et c'est vrai, vous avez raison, je termine là-dessus, il y a aussi la question plus générale de savoir pourquoi est-ce qu'on se mobilise particulièrement pour des armes qu'on appelle de destruction massive, comme le chimique, et pourquoi est-ce qu'effectivement des armes conventionnelles qui sont utilisées contre des civils ne suscitent pas le même genre de... Bon, pourquoi ? Tout simplement parce que l'utilisation d'une arme chimique, ça renvoyait à une violation d'une sorte de droit international général que tout le monde s'accorde à respecter, qui est la Convention sur l'interdiction de ces armes. Et donc ça aurait d'une certaine manière légitimé une intervention dans ce pays
que la seule violation des droits, des droits humains ne suffisait pas à justifier. Frédéric Pichon, comment vous analysez justement ce retour des armes chimiques dans cette guerre en Syrie? Pourquoi les Occidentaux y reviennent, les Américains, les Français? Je pense que c'est à cause de la fameuse ligne rouge et des résonances, effectivement, en termes, là pour le coup, les résonances quasi kantiennes, d'une morale universelle, etc. Kerry est extrêmement prudent dans sa déclaration, comme avait été en réalité assez prudent le fameux rapport déclassifié qu'on nous avait soumis en septembre, dont beaucoup d'experts disent que tout ça est quand même largement hypothétique. Oui, je crois que c'est... Les gens sont morts d'armes chimiques. Qu'il y a des gens qui soient morts, qu'il y ait utilisation d'armes chimiques, ça tout le monde. Et d'ailleurs, on voit bien Kerry utilise ça. Il dit il y a des armes chimiques qui ont été utilisées. Voilà. Bon, vous, votre question, c'est est-ce que c'est par les rebelles ou est-ce que c'est par le régime syrien? Moi, j'en sais rien. Moi, j'en sais rien. Mais ne serait-ce que le début de cette ambiguïté, à mon avis, montre qu'il y a une certaine gêne, alors qui est peut-être, on peut l'interpréter. Colin Powell. Oui, il y a ça. Il y a le problème des opinions publiques. Il y a le problème aussi, tout simplement, de cette ligne rouge qui est peut-être effectivement une grosse bêtise qui a été faite par les États-Unis, parce que après, ça engage. Et je crois qu'on n'a pas assez insisté sur les capacités militaires du régime syrien, qui depuis les années 60 est construit, sur un modèle soviétique puis russe, essentiellement sur la défense, défensif. Ça faisait partie du deal dans la région par rapport à Israël, etc., les États-Unis. Et les capacités antiaériennes, notamment du régime syrien, elles peuvent être neutralisées, etc. Mais je crois que le coût aurait été trop important pour une coalition internationale. Et ça, tout le monde le savait. La Russie s'est payé le luxe de livrer fin 2011 le Yakhont, qui est un missile supersonique anti-navire. Alors, certes, il n'y a pas une portée qui permettait d'atteindre les croiseurs américains, mais tout ça, on le savait, donc c'était pas faisable, et donc c'est un peu du cinéma, oui. Je pense que les capacités techniques du régime syrien, elles sont effectivement plus importantes que d'autres régimes. Je pense à la Libye. Mais elles ne doivent pas non plus être exagérées. Je pense que la vraie raison pour laquelle les Américains ne voulaient pas intervenir, c'est qu'on est dans une période historique de repli, dont Barack Obama est l'expression. C'est un président qui a été élu sur un discours isolationniste, qui applique sa politique. Il y a une sorte de fatigue aux États-Unis pour les interventions extérieures. Et malheureusement, la Syrie, d'une certaine manière, en pâtit. Elle est un peu victime de cette fatigue des Américains pour les interventions extérieures. Ça, c'est autre chose, effectivement. C'est le light footprint américain. Et alors là, pour le coup, la mauvaise image que peuvent donner à l'opinion occidentale la frange djihadiste, islamiste, radicale de l'opposition syrienne, affaiblit encore le discours en faveur d'une intervention. Parce que finalement, les Américains, comme beaucoup de peuples occidentaux, voient tout ça comme une espèce de ramassis d'islamistes. Et finalement, ils se disent... Il est en train de gagner Bachar el-Assad, Guillaume Lagan. Alors, je pense qu'il peut gagner tactiquement, mais stratégiquement, ça sera compliqué pour lui, parce qu'il a affaire à une opposition armée qui est dans une stratégie du faible au fort. On est dans une guerre, on n'est pas vraiment dans une guerre de position où il pourrait l'emporter sur un adversaire structuré. On est plutôt dans une affaire de guérilla où les campagnes sont tenues, mais pas les villes, etc. Donc ça peut durer des années. Et ça peut être extrêmement long. Et je rappelle juste ici, la population syrienne, en grande majorité, à 60%, ce sont des Arabes sunnites. Alors même si ce n'est pas une guerre ethnique et religieuse qui se passe en Syrie, c'est un peu plus compliqué. Il y a quand même cette dimension-là. Et l'opposition, elle est nourrie par cette population. Donc, je dirais que démographiquement, ils ont les moyens d'alimenter une guérilla qui peut durer très longtemps. Très bien. Oui. Frédéric Pichon, vous vouliez réagir à ça? Je crois qu'effectivement, on est dans un conflit asymétrique, mais je crois que justement, l'accord de Homs montre d'abord qu'on s'est largement trompé, puisque, je ne sais pas si vous avez noté, mais l'accord de Homs incluait des représentants des Nations Unies, l'ambassadeur d'Iran, qui a participé à la négociation, etc. C'est-à-dire ce qu'on aurait dû susciter dès le début, en n'écartant pas notamment les puissances régionales comme l'Iran, la Russie et évidemment les Saoudiens et tout le monde. Et la deuxième leçon, c'est que je pense que, évidemment, il sait très bien que de manière militaire, il ne peut pas gagner. Donc il le fait de manière politique. Il est en train de retourner une partie des rebelles, de renationaliser la révolte, versus les étrangers djihadistes à la solde de ces pays du Golfe tant honnis,
États-Unis, qui d'ailleurs en Égypte aussi sont de plus en plus mal vus, ces pays du Golfe. Al Jazeera est très critiqué. Et donc il est sur une dynamique qui est une dynamique politique. Il fait de la politique et il va petit à petit, à mon avis, racheter comme cela une partie de l'opposition et les renationaliser, les tourner contre un danger extérieur. Alors je voudrais qu'il réponde, je vous donne la parole ensuite Philippe Migaud, mais je voudrais quand même, parce que là ça concerne directement Naïm Kossaïar qui représente l'opposition, est-ce qu'il est en train, pour reprendre le terme de Frédéric Pichon, de renationaliser l'opposition et donc de la ramener, une partie en tout cas de l'opposition et de la ramener dans son giron? Je vous pose quand même la question, parce que c'est intéressant ce que dit Frédéric Pichon, parce que moi il m'arrivait d'avoir des opposants sur le plateau et des gens qui étaient donc contre ce régime syrien et qui 3 ans après, on commence à avoir des doutes avec la montée des djihadistes en se disant, et finalement, est-ce que c'était pas mieux du temps de Bachar? Attendez, soyons clairs, les extrémistes et les djihadistes, personne n'en veut. La population syrienne en premier, personne ne voudrait que des gens qui soient extrémistes viennent les gouverner. Si vous voulez, on ne peut pas se soulever contre un régime avec la force du régime syrien pour finalement accepter que des groupes de djihadistes ou d'extrémistes viennent les gouverner. Donc ça, je pense que la question, elle est très très claire. Aujourd'hui, le régime syrien ne peut pas gagner la guerre. Si on doit se poser la question de ce qu'il peut la gagner, il ne peut pas gagner. Il n'a rien à proposer politiquement. La seule chose qu'il a à proposer, c'est en fait, on va dire, de la terreur et de dire aux gens, il faut revenir à la condition à laquelle vous étiez avant, c'est-à-dire vous taire et accepter qu'on reste. Aujourd'hui, c'est la seule chose que le régime syrien peut proposer. Pour finir, il ne peut surtout pas, il ne peut pas gagner militairement. Il n'a pas l'avantage démographique. Il n'a pas l'avantage des hommes. On sait aujourd'hui qu'il est aidé en masse par le Hezbollah, par des groupes irakiens djihadistes par ailleurs, il faut toujours le rappeler. Iraniens et irakiens. Il y a au moins 14 milices irakiennes djihadistes, pour le coup, chiites. Et donc, il ne peut pas gagner la guerre en Syrie. Donc, ce qui veut dire qu'il applique aujourd'hui une stratégie classique contre-insurrectionnelle. Et il faut bien expliquer une chose quand on se pose la question de savoir qui va gagner. Ce n'est pas est-ce que c'est le régime ou les révolutionnaires, puisque la situation sur le terrain, ce n'est pas un régime contre des révolutionnaires, mais c'est un régime qui bombarde et qui applique une politique de terreur sur une population pour que celle-ci se désavoue des révolutionnaires dont les révolutionnaires sont issus. C'est ça aujourd'hui l'enjeu qui est en train de se passer. Alors, est-ce qu'il va réussir à renationaliser? Certainement pas. Est-ce qu'il va réussir à faire en sorte que les gens, alors pas maintenant, mais après 10 ans de guerre, soient tellement fatigués qu'ils vont dire aux révolutionnaires qui ont pris les armes, écoutez, on n'en est pas. Est-ce que la fatigue des gens qui sont sur le terrain, est-ce qu'ils se disent pas, finalement, est-ce que notre vie, peut-être qu'on avait moins, je vous pose la question de manière, c'est pas ce que je pense, mais finalement on avait moins de démocratie, peut-être qu'on avait moins de liberté, mais au moins on vivait en paix. Tout à fait. Est-ce qu'il n'y a pas cette question-là aujourd'hui chez les Syriens et même chez les révolutionnaires? Cette question, elle existe parce que c'est le message du régime syrien. C'est le message du régime syrien qui est en train de donner ce message partout où il est en train de bombarder. Alors, c'est ce que je veux dire. Ce message ne fonctionne pas tout simplement parce que la population n'a absolument aucune confiance au régime syrien. Qui va garantir que le régime syrien, quand il va reprendre des terres, ne va pas attraper tous ceux qui étaient contre lui pour les mettre en prison et les torturer de la façon la plus horrible? Aujourd'hui, il y a un manque fondamental de confiance. Et n'oubliez pas aussi ce qui s'est passé dans les années 80. Les années 80, c'était la même politique. Bon, ça n'a pas duré aussi longtemps. Et après la destruction d'un des quartiers de Hama, qu'a fait le régime? Il est parti dans tous les foyers, prendre les gens qui étaient contre lui, les a mis en prison, il les a torturés. Donc, si vous voulez, les antécédents de la population, que la population syrienne connaît très très bien, empêchent d'avoir ne serait-ce que le début d'une confiance au régime syrien. Et cette politique ne marchera pas, à mon avis. Non pas que c'est ce que je souhaite, mais c'est aujourd'hui les données du terrain. Philippe Migaud, est-ce que Bachar el-Assad est en train de gagner cette guerre? Moi, techniquement, c'est clair. Techniquement, oui. Techniquement, il est en train de reprendre l'avantage sur le plan militaire parce qu'il y a une division en face. Je suis d'accord avec ce que vous disiez tout à l'heure sur le relatif succès du plan chimique. La chlorine, c'est du chimique de bas niveau, de faible intensité. N'oublions pas d'ailleurs que l'État islamique d'Irak, il y a 10 ans, en 2006, faisait des attentats à la chlorine contre des troupes chiites et des troupes américaines et qu'ils avaient arrêté parce que c'était pas très productif. On est, je dirais, dans un affrontement de terreur particulière. Ce qui est inquiétant dans le conflit syrien, c'est que sur la vision d'ensemble, il y a un chaos et un abriglio qu'on n'arrive pas à déterminer. Chacun essayant de trouver les avantages pour son camp. Mais aujourd'hui, moi, ce que je trouve extrêmement inquiétant, c'est la capacité d'instrumentalisation du clan au pouvoir en Syrie sur
un affrontement ethnique qui est réel. Les chrétiens ont peur de la suite si les sites, les sunnites revenaient. Le Liban, la Jordanie sont menacés. Et puis vous avez un autre problème qui est on ne comprend plus la logique interne des combattants. C'est-à-dire que la politique de terreur, elle est marquée aussi bien par l'État islamique d'Irak et du Levant dans son combat contre Jabhat al-Nusra, parce qu'il suffit de regarder sur Facebook et sur YouTube la propagande qu'on nous donne. On est sur des mutilations, on est sur des gens à qui on coupe les têtes, on est sur des parties de football avec des têtes coupées de prisonniers, on est sur la torture systématique. Vos collègues, ce qu'ils ont dit dans les journaux depuis qu'ils ont été libérés, ça a été extrêmement éclairant sur ce côté-là. Donc la problématique aujourd'hui, c'est plus qu'on a un manque de compréhension de qui sont les gentils, qui sont les bons dans les ensembles. Mais dans ce cas-là, il faut demander aux personnes qui ont ces informations, parce que vous remarquerez une chose, qui parmi, on va dire, le camp opposé au régime, soi-disant opposé, qui sont en train d'aujourd'hui d'appliquer la terreur, c'est l'État d'Irak et du Levant, Daesh. Donc aujourd'hui, le message... Jabhat aussi. Hein. Le Jabhat n'est pas beaucoup mieux. Jabhat, c'est différent. Il faut revenir quand même au terrain. Moi, je ne suis pas là pour les défendre, certainement pas. Ils ont l'accord d'Al-Qaïda, ça leur suffit. Ça, c'est autre chose. Ça, c'est autre chose. Non, on est d'accord. C'est déjà suffisant. Non, mais attention. La réalité du terrain ne peut pas se résumer et se réduire à avoir l'accord d'Al-Qaïda ou pas. Donc ça, je ne remettrai pas en cause. Ce que je dis aujourd'hui, c'est que Daesh applique exactement les méthodes du régime syrien. Et qui a combattu Daesh? C'est ça aujourd'hui la question. Ce n'est pas le régime syrien, c'est les révolutionnaires. Qui a combattu Daesh? Voilà. Donc aujourd'hui, le message que je voudrais faire passer... En fait, finalement, aujourd'hui, vous avez deux ennemis. Vous avez Bachar el-Assad et vous avez maintenant les djihadistes. D'où les difficultés de l'opposition. Et d'où la réalité d'une... Et vous n'êtes aidé personne. D'où la réalité d'une révolution populaire qui sait que son destin, finalement, c'est de réussir, quel que soit le prix, malheureusement, et qui, je vous le disais tout à l'heure, ne va accepter ni le régime, parce que c'est trop tard pour revenir en arrière, ni les extrémistes. Le problème, c'est que pour réussir, il faut avoir des moyens pour réussir. Il faut avoir des moyens militaires. Mais vous savez c'est quoi la définition du drame? Le drame, c'est quand on avance à contre-cœur et qu'on n'a pas d'autre choix. Aujourd'hui, le peuple syrien, on ne peut pas lui demander qu'est-ce que vous pouvez faire d'autre, parce qu'il n'a pas d'autre choix que d'avancer. Et c'est ça qui est dramatique aujourd'hui. Est-ce qu'ils vont gagner ou pas? Au moins, ils auront essayé. Et ce qui est scandaleux, c'est de laisser cette population et de venir sur des débats très techniques sur est-ce que tel type d'arme devrait représenter une ligne rouge, est-ce que ça rentre dans les armes de destruction massive? C'est absolument scandaleux quand on voit le résultat. Voilà. Non, mais ce qui est vrai, et ce qui est très compliqué pour l'opposition, c'est que comme il y a eu, dès 2011, une volonté des Occidentaux, en particulier des Américains, de ne pas vraiment s'impliquer dans le conflit syrien, par exemple en faisant comme en Afghanistan ou ailleurs, en distribuant des armes à certains groupes, eh bien, il y a eu une radicalisation, je dirais, un peu naturelle de l'opposition, parce que elle est allée vers les personnes qui allaient lui donner soit du financement, soit des armes. Or, qui étaient ces États ou ces groupes? C'était les puissances sunnites de la région, de l'Arabie Saoudite au Koweït, en passant par le Qatar. Et souvent, d'ailleurs, c'est assez complexe. Vous avez une aide qui peut être donnée par des États ou une aide qui peut être donnée par des groupes radicaux parce qu'ils trouvent sympathique le combat de tel ou tel groupe syrien. Et donc, petit à petit, on a vu l'opposition syrienne qui, au départ, présentait un visage relativement laïque, modéré, pro-occidental, changer d'ailleurs peut-être aussi pour des raisons tactiques. On a vu les barbes pousser, les slogans islamistes apparaître. Mais même au sein du CNR, qui était avant le Conseil national syrien, il y avait aussi des dissensions entre les frères musulmans, les laïcs. Absolument. Ça commençait déjà à ce moment-là. Mais là, je parle de l'opposition armée sur le terrain. Si vous voulez, vous avez aussi une logique un peu de marché qui fait qu'on veut plaire à la personne qui donne en fait les armes, et donc petit à petit on se radicalise. Et alors ensuite, voilà. Et donc dans ce sens-là, il y a bien eu une prophétie un peu autoréalisatrice du régime qui disait ça va venir, et effectivement c'est venu. Alors, comment cette guerre, qu'on termine très rapidement, comment cette guerre pourrait se terminer par la négociation? On peut imaginer aussi une partition de la Syrie, parce qu'aujourd'hui si on regarde une carte de la Syrie, je ne sais pas si on l'a, on voit donc les Kurdes qui sont tout au nord, qui détiennent le nord, au nord-ouest, les djihadistes, Al-Nusra qui affrontent l'EIL, l'État islamique en Irak et au Levant. Et puis, à la frontière libanaise, là, le régime syrien, on va la voir, cette carte, le régime syrien qui détient un truc. Est-ce qu'on peut imaginer, Frédéric Pichon, un rapide tour de table sur une partition de la Syrie? Ça peut se terminer comme ça? Alors, de fait, les rapports de force militaires et politiques actuels dessinent une forme de partition, mais je crois, moi, parce que je tiens à cette idée de renationalisation de la révolte, et je pense que c'est comme ça que ça va évoluer, dans ce genre de processus, ce sont ceux qui avaient les armes qui exerceront le pouvoir politique. Il est même peu probable que Bachar al-Assad lui-même subsiste à cela, parce qu'il a délégué trop le monopole de la violence légitime, et par conséquent, si on veut traiter politiquement, si on veut tendre la main à des rebelles y compris, il va falloir leur donner des garanties, il va falloir leur donner de l'autonomie,
je pense que je finis mon livre là-dessus, le bassisme est mort, définitivement mort. La Syrie unitaire a vécu parce que demain, ce seront des chefs de guerre qui auront traité avec le régime, qui se partageront des pans entiers du territoire. Philippe Migaud, un mot sur cette idée de Frédéric Pichon, de cette que ne partage pas évidemment Naïm Kossaïa, sur cette renationalisation justement de la révolution syrienne. Vous pensez que ça va se terminer comme ça? Très rapidement, en un mot, ce que je voudrais... On est sur une fragmentation de fait de l'État irakien, même si personne ne veut l'admettre. Il y a une partie sunnite qui échappe complètement au pouvoir et il y a les Peshmerga kurdes qui aujourd'hui contrôlent parfaitement leur territoire. Et je crois que l'avenir, malheureusement, ça va être un peu la même chose. Un mot, Guillaume Lagarde, un mot. D'un mot, cette partition était un des projets des Français dans les années 20. Ils avaient, au départ, avant d'accepter un mandat unifié de la Syrie, ils avaient réfléchi à un État alaouite, un État sunnite, un État chrétien. Bon, je ne suis pas pour autant sûr que dans le cœur de la population syrienne, il y ait ce type de démarche. Merci en tout cas tous les quatre d'avoir participé à ce débat. Vous restez avec moi. Karim Yayaoui, vous allez nous parler vous aussi encore de la Syrie, parce qu'on en parle sur les réseaux sociaux. Et j'aurais d'ailleurs qu'on montre peut-être cette image, Karim, peut-être que vous allez en parler. C'est une image qui était assez spectaculaire aujourd'hui à proximité d'Idlib. Apparemment, la rébellion aurait... oui, vous avez des informations peut-être, Naïm Kossaïa? La rébellion, 60 tonnes d'explosifs aurait fait sauter une base, Frédéric Pichon, une base de l'armée syrienne. On regarde là les images. C'est à proximité d'Idlib. Alors la vidéo n'a pas été encore authentifiée. Avec des Allah Akbar derrière. Voilà. Karim, Syrie, comment le régime cible les hôpitaux? C'est un papier du Monde. Alors c'est un papier du Monde de Benjamin Barth. Alors ce papier est tout simplement basé sur un rapport de PHR, Physicians for Human Rights, une ONG. Alors on s'est intéressé à la façon dont le régime d'Al-Assad frappait systématiquement les hôpitaux. Alors cette étude explique qu'entre mars 2011 et mars 2014, il y a eu 150 attaques contre soit des structures, soit contre des professionnels de la santé. 468 médecins, pharmaciens, ambulanciers, infirmiers ont perdu la vie. Alors, ce rapport, on le trouve en ligne. La directrice de cette ONG souligne que régulièrement, dans les zones de conflit, la neutralité des établissements médicaux, on s'en moque, mais rarement ça a été aussi systématique que sous Assad. On a cette carte sur ce site internet qui démontre à quel point on a cherché à frapper les hôpitaux. Alors, sur le Monde, il y a aussi un autre papier intéressant à lire, Dans l'enfer d'Alep. Alors c'est une journaliste sur place qui s'appelle Francesca Bori, une journaliste indépendante. Certains soulignaient avec la disparition de Camille Lepage qu'on ne parlait pas suffisamment de ces journalistes indépendants. On en parle seulement lorsqu'ils sont partis et on découvre leur travail. En tout cas, son article est saisissant et justement, elle aussi, elle parle des hôpitaux d'Alep. Il en restait à peu près 2 plus ou moins en état de fonctionnement. Et pendant qu'elle écrivait son article, elle raconte que l'un d'entre eux a été bombardé. Un article à lire sur le site du Monde. Du côté du Point, on a un papier d'Armin Arfi. Très intéressant, je l'ai lu. Si Bachar el-Assad avait gagné. C'est la question qu'on se pose du côté d'un certain nombre de médias français. Et il n'y a plus vraiment de tabou du côté des médias américains, souligne Armin Arfi, puisque le Washington Post évoque ce Assad en train de remporter cette guerre pour le 3e anniversaire de cette rébellion. Alors, je ne sais pas justement si vous avez vu sur Twitter, il a un compte de campagne, il fait comme si de rien n'était. Vous l'avez là, Karim, ou pas? Je ne l'ai pas là, alors, mais c'est vrai. Alors, peut-être qu'Anthony Saint-Léger, notre chef d'édition, il l'a, peut-être. Alors, c'est dans 2 semaines. C'est dans 2 semaines, et c'est vrai que sur ce compte de campagne, il fait comme si de rien n'était, exactement comme il fait sur son compte Instagram, où on découvre des photos de sa femme au contact de la population, comme si tout allait parfaitement bien. En quelque sorte, les preuves de cette victoire presque annoncée, c'est les regrets de Laurent Fabius. On en a parlé déjà il y a quelques jours avec un ministre des Affaires étrangères qui regrette finalement que les États-Unis ne soient pas allés au bout et qu'ils n'aient pas frappé le régime d'Assad. Merci beaucoup Karim, vous reviendrez un peu plus tard dans votre chronique et vous reviendrez notamment sur cet effondrement de mines de charbon en Turquie. On se retrouve demain soir pour une semaine dans le monde. Merci à tous les 4 encore d'avoir participé à ce débat. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain soir à partir de 18h, heure de Paris. Tout de suite, le journal. Très belle soirée, à demain.